Alors, ça nous fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis là, je vous regarde, c'est pas pour vous mettre la pression, mais on doit combattre le petit coup de barre d'après lunch ensemble, mais je suis confiante que ça va très bien aller. En réfléchissant avec le comité organisateur des perspectives, on s'est dit, c'est toujours inspirant des témoignages d'entrepreneurs, des visionnaires. Et on s'est dit, pourquoi pas en réunir 3 qui ont des modèles d'affaires contrastés, qui vont venir nous jaser un peu de leur entreprise, de leur modèle d'affaires, puis comment ce modèle d'affaires-là leur a permis de se positionner de manière stratégique sur des marchés. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a sélectionné, en fait, 3 entreprises, 3 modèles qui œuvrent dans des secteurs d'activité très contrastés. Donc, on a le lait, le sirop d'érable, les produits maraîchers. Ils ont, vous allez voir, des stratégies très différentes, des cibles de marché également très différentes. Et l'objectif, c'est de les faire parler un peu sur comment, justement, leur modèle d'affaires leur a permis de se développer et de se positionner sur les marchés. Vous serez invités à poser des questions, vous aussi, à tour de rôle. On a 1 heure ensemble, donc de temps à autre, je vais me tourner vers vous. Vous serez invités à vous diriger vers les micros, à poser des questions. Donc, sans plus tarder, je vais vous les présenter, ces trois panélistes, que je vais me permettre de tutoyer, d'appeler par vos prénoms, ça vous convient? Alors, le premier, à ma gauche, il est agronome de formation. Yves Girard, donc, est chef de la direction de la coopérative Nutrinor depuis 17 ans. À la suite d'une consolidation des activités, M. Girard a mené la coopérative en phase de croissance. Nutrinor, c'est maintenant 965 membres, 345 millions de chiffres d'affaires et 8 millions qui sont investis annuellement pour que la coopérative poursuive son innovation. C'est exact jusqu'à maintenant, oui. C'est bon. Donc, Nutrinor Coopérative est aujourd'hui un leader en agroalimentaire et se démarque dans des marchés spécifiques issus de chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur sont notamment ancrées sur un positionnement crédible en développement durable et sur des distinctions territoriales fortes. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la coopérative est située au Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est un territoire reconnu boréal. On verra comment ça a pu contribuer au positionnement de l'entreprise. Ce qu'on voudra comprendre avec toi, notamment, c'est comment, avec un modèle coopératif pourtant plus que centenaire, vous avez réussi à vous positionner avec des produits inimitables. Notre deuxième conférencier au centre, qu'on est bien heureux d'avoir avec nous puisque c'est la période des sucres qui commence. Serge Dubois, donc, est cofondateur avec son cousin François. Est-ce qu'il est dans la salle, François? Non. François est à l'usine, justement. Donc, cofondateur de l'entreprise Biodélice. Bien que formé en génie électrique, on comprend que c'est l'érablière familiale qui a eu le dessus en 2007. Biodélice se spécialise dans la production et la transformation de produits de l'érable biologiques et conventionnels et est résolument positionné sur le marché haut de gamme. Située à Thetford Mines, au cœur des Appalaches, l'entreprise a pourtant tissé des partenariats outre-mer pour établir sa mise en marché et son réseau de distribution. Alors, tout récemment, un partenariat avec un producteur de miel français a mené à la création d'une nouvelle entité qui s'appelle Appalaches Nature. Résultat, la construction de cette fameuse usine qui va bientôt être en opération et un positionnement sous le thème des produits sucrants naturels. L'entreprise deviendra alors une marque qui va être disponible dans des milliers de points de vente dans le monde avec un positionnement fort du côté des marchés européens. Donc, ce qu'on voudra comprendre, entre autres, c'est comment 2 sucres a priori concurrents, miel et sirop d'érable, font a priori bon ménage chez vous, en tout cas. Et finalement, à mon extrême gauche, à votre droite, une autre agronome de formation, Julie Nichols, qui est fondatrice et présidente de la compagnie Organzo. Alors, cette entreprise est fondée en 2006 et est un leader dans la distribution de légumes dits ethniques ou asiatiques, là, donc choux napa, courges variées, etc. Sous l'entité d'Organzo se regroupent plusieurs entreprises et producteurs maraîchers passionnés qui ont décidé d'agir ensemble, mais tout en demeurant chacun propriétaire de leurs actifs, de leur entreprise. C'est pas du tout une coopérative. Non plus. Ils sont aujourd'hui 7 producteurs maraîchers au Québec. Et si je ne m'abuse, il y en a au moins un dans la salle aujourd'hui. Donc, 7 producteurs au Québec, 4 aux États-Unis et d'autres se joindront sous peu du côté de l'Amérique latine. Donc,
une étendue géographique importante. Sous la direction de leur chef d'orchestre, Julie Nichols, chaque entreprise se voit attribuer des fonctions dans l'organisation et chacune a la responsabilité du plan de production convenu. Organizo s'occupe des services agronomiques et de faire la mise en marché avec tout ce que ça implique de logistique, de transactions, clientèle, etc. Donc, ce qu'on voudra comprendre, c'est comment vous avez réussi à fédérer ensemble des producteurs maraîchers habituellement très individuels dans leur façon de faire et à les regrouper pour servir votre clientèle. Alors, voilà nos 3 panélistes présentés. Vous verrez que leur modèle d'affaires sont très intéressants. On va commencer à parler un peu d'innovation et de marché. Vous avez donc des marchés très différents, marché sous gestion, l'offre tournée vers le marché domestique dans votre côté, tournée vers l'exportation européen largement pour Biodélice, et puis du côté de Julie, surtout vers les États-Unis, oui. Quelques marchés asiatiques. Oui. Alors, comment vos modèles d'affaires vous ont permis de vous positionner comme ça sur des marchés pas toujours évidents, donc marché par exemple asiatique avec une provenance québécoise. Est-ce que tu veux commencer, Julie, en nous parlant de ça? On m'a demandé aujourd'hui comment on avait trouvé notre premier client et j'ai expliqué que c'était vraiment une chance. C'était un monsieur coréen qui était présenté au bout d'un champ de melons de Cantaloupe de Pascal Forêt qui est ici aujourd'hui dans la salle. Puis il nous a mentionné, est-ce que vous seriez capable de faire des melons coréens? On aurait une demande, pouvez-vous nous aider? Puis on a dit OK. Et ça a été notre premier contact, notre premier acheteur. C'est le premier légume qu'on a fait avec des choux napa puis des radis au début. Puis il y avait rien de vraiment planifié, c'est plus il y a eu une opportunité qui s'est présentée devant nous, puis on a saisi l'opportunité, puis après ça, on a vraiment essayé de la faire croître, d'aller chercher d'autres clients, puis de se développer comme entreprise, puis comme réseau de producteurs, comme distributeurs. Puis on a décidé de se spécialiser vraiment pour les Asiatiques. Ça peut être coréen, chinois, philippin, japonais. Sur nous, c'est vraiment une clientèle cible qu'on dessert, principalement aux États-Unis, où est-ce que les Chinatowns sont assez gros pour supporter une production de masse. Puis le modèle d'affaires comme tel, pourquoi avoir choisi donc, c'est pas une coopérative, c'est un statut où vous êtes contractuellement engagé avec des producteurs. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Sur le modèle d'affaires, qu'est-ce qui est un peu particulier chez Organzo et les gens avec qui on interagit, c'est vraiment que chacun est vraiment maître de son entreprise. Puis la compagnie qui fait la mise en marché, on agit comme une coopérative, mais c'est pas une coopérative parce que les producteurs sont pas membres, si la coopérative leur appartient pas. Sauf que toute la vente est faite vraiment dans la transparence, que tous les producteurs ont des copies des factures, puis qu'ils savent quel client on vend, puis ils ont vraiment toute l'information liée à la transaction. Puis si un producteur fait une plus belle qualité qu'un autre, puis que ça conduit à une vente plus rentable qu'une autre, bien celui qui a fait la petite action additionnelle dans le champ, un arrosage additionnel, un désherbage un peu plus précoce qui a donné une meilleure qualité de produit, bien il y a vraiment le fruit de son effort. Puis pour moi, c'était important parce que moi, comme entrepreneur, je voulais être capable d'offrir une mise en marché que il y a souvent des gens, ils vont « Ah, mais mon champ, il est correct pour récolter, puis il y a une bonne qualité. » Mais je tourne un peu les coins ronds parce que je suis pas vraiment un perfectionniste. Ça n'en prend. Il peut produire un grand volume de cette façon-là. Sauf que c'est pas nécessairement les ventes avec le 2 $ d'extra de premium. Puis moi, je voulais être vraiment un modèle d'affaires qui pouvait me permettre de récompenser davantage les producteurs qui faisaient l'action supplémentaire. Parce qu'aussi, quand une production
quand un produit est vraiment d'une belle qualité, c'est facile de développer des nouveaux clients, puis aller cogner à des entreprises qui sont sévères, puis souvent ces entreprises-là payent mieux. Ça aide au développement des affaires. Okay. On reviendra là-dessus, mais là, j'ai envie de donner la parole à Yves avec ce que dit Julie sur la façon dont elle choisit, dans le fond, de garder les meilleurs producteurs dans un modèle coopératif. Qu'est-ce qui vous permet de vous distinguer? C'est un peu différent à nous parce qu'on est j'oserais dire, une vieille entreprise de 70 ans. Il a fallu réinventer notre modèle parce que, justement, on est sous le système de gestion de l'offre. Et pour se différencier sur le marché, on savait qu'on ne pouvait pas aller se différencier avec un lait conventionnel à l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, en 2008, il est arrivé 2 événements importants. Le premier, c'est qu'on a mis en marché un lait en mettant des probiotiques dedans. Et on se pensait bien intelligent à ce moment-là. On était les premiers. Et en même temps, le créneau d'agriculture nordique qui a été mis en place. Aujourd'hui, on entend parler d'Agro-Boréal. Et quand on a mis en marché notre lait probiotique, on s'est rapidement fait copier par la compétition. Donc, nos réseaux de distribution étant plus petits, il a fallu se repositionner. Et à cette époque-là, on se disait, c'était la tendance, on disait, les entreprises, il faut qu'ils se différencient, il faut être différent. Mais aujourd'hui, avec cette expérience-là, en 2008-2009, on a complètement viré notre chapeau de bord et dire, mais à l'avenir, il va falloir être inimitable. Et inimitable, ça prend des spécificités qui le sont, inimitables. Donc, on s'est vraiment assis sur le créneau Agro-Boréal, l'agriculture nordique, sur les spécificités du territoire. C'est très territorial, c'est au-dessus du 48e parallèle. Donc, ça nous a permis de mettre en place une chaîne de valeur qui était crédible, hein, parce que c'est important. Quand on parle de chaîne de valeur, on peut aller vraiment à gauche et à droite. Et nous, il fallait avoir une chaîne de valeur crédible. Donc, le lait biologique nordique qu'on a mis en marché, à ce moment-là, était vraiment avec des claims, avec des attributs qui étaient spécifiques à notre région, qui étaient spécifiques. Un, c'était bio. Donc, on a fait des cahiers de charges, non seulement bio, mais aussi Agro-Boréal avec nos propres producteurs, pour ceux qui étaient biologiques. Donc, ça nous a permis de mettre en marché un produit qui était non seulement différencié, mais inimitable. Donc, le futur de Nutrinor dans tous les produits qu'on va faire, aujourd'hui, c'est peut-être 85-90% qui est conventionnel, j'oserais dire. Mais pour le futur, la vision qu'on se donne, c'est vraiment d'avoir un pourcentage qui va vraiment être issu d'une agriculture agro-boréale, une agriculture nordique. Et on est en train de mettre en place aussi un projet pour munir la région d'une agriculture durable, donc de mettre en produit des marchés sous l'égide d'agriculture durable, avec des attributs que le client recherche. Donc, on a un peu comme un microcosme qui va nous permettre de mettre en marché des produits, parce que les gens aujourd'hui, je pense que je vous apprends rien en disant que les gens veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fait, qui le fait. Donc, notre lait biologique nordique, si vous l'achetez, vous pouvez mettre la date de péremption du lait, vous allez savoir d'où vient le lait, quel producteur le produit, quelle date qui a été transformée dans l'usine, avec une vidéo sur les producteurs qui sont en place. Donc, notre défi, il y a 150 millions de litres de lait qui sont produits au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils s'en transforment environ 90 millions. Nous, Nutrinor, on en transforme à peu près 40 millions avec la laiterie et fromagerie Perron. On a fait la même chose avec fromagerie Perron dernièrement. On a sorti un fromage biologique nordique vieilli, avec les mêmes spécificités, avec la même traçabilité des producteurs qui sont alentours. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va développer dans le futur notre agriculture et s'assurer que nos producteurs puissent bénéficier de ce beau projet-là dans le futur. Donc, c'est plus un projet à long terme. Et le biologique nous a permis de sélectionner certains producteurs pour le lait biologique nordique. Mais pour le futur, ça va vraiment être l'agriculture durable qui va donner une spécificité à nos produits. Donc, une mise en valeur des atouts régionaux très, très importants. Oui, territorial. Et maintenant, avec Serge, aussi un ancrage au territoire avec les érablières, mais quand même éclaté avec un partenaire européen. Racontez-nous ça un peu. Oui. Premièrement, bonjour tout le monde. Mais Biodélice, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé 7 ans dans une usine, puis l'usine elle a fermé à Thetford, chez nous. Puis mon cousin François sortait de l'université.
Fait qu'on a décidé ensemble de continuer l'érablière familiale, mais de créer notre propre entreprise. Fait qu'en 2007, on a créé cette petite compagnie-là. Quand François faisait les produits, moi, je commençais à importer des pots d'Italie. Je voulais apporter quelque chose d'innovant, quelque chose qui était uniquement dans le biologique. Fait que tranquillement, je me suis mis à rencontrer les magasins un par un, sans rendez-vous, parce que je pouvais pas en obtenir. Les gens voulaient pas me rencontrer. Il y avait déjà au moins 3 compagnies d'érable dans tous les magasins. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je me rendais sur place, je cognais aux portes, je présentais mes produits, puis petit à petit, comme ça, ben j'ai appris à comment marchait le fonctionnement du commerce. Puis, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a agrandi 3 fois en 9 ans. On a décidé d'aller vraiment dans le marché du secteur biologique, mais aussi dans le côté européen. Fait qu'on a fait une association avec un chocolatier biologique français qui, lui, avait déjà beaucoup de points de vente situés dans les zones de la France, Belgique, Suisse. Fait que nous, ben on était sur le terrain, on s'est déplacé vraiment pour aller comprendre comment que ça fonctionne là-bas, comment que qu'est-ce qui peut être nos atouts. Fait qu'on a apporté les modifications, on a travaillé on est allé justement beaucoup pour le faire valoir. Parce que juste l'effet de l'accent, c'était déjà, ça ouvrait déjà des portes pour ces réseaux-là. Fait que c'était nos premières vocations de développement ont été dans ça, dans le bio. Puis, un jour, ben ça fait 2 ans, c'est quand même très récent, on a eu un appel d'une entreprise française qui était un géant dans le domaine de l'apiculture, Famille Michaud Apiculteur, qui est basée dans le sud de la France. Puis, ils nous avaient remarqué que dans les marchés européens, puis en même temps, avaient de l'intérêt parce qu'eux-mêmes transformaient du sirop d'érable directement dans leur usine de miel en France, puis importaient le sirop d'érable d'ici au Québec. Puis, ils s'intéressaient justement pour l'origine du sirop, parce qu'à un moment donné, quand tu veux le valoriser dans les pays à l'étranger, les pays asiatiques, européens, quand tu es un Français puis tu valorises l'érable, ça a moins la touche, comme on dit. Fait que l'effet de s'associer avec nous, qui était une petite entreprise, mais qui avait quand même une très belle base au niveau de l'expérience de la transformation, mais c'est ce qui a fait en sorte qu'on a créé un réel partenariat de moi, François et Vincent Michaud pour créer Appalache Nature, qu'aujourd'hui on est très fiers parce qu'on a intégré les bureaux la semaine dernière, mais c'est pas rien. C'est une usine de 100 000 pieds carrés qui va devenir une des usines, sinon l'usine la plus productive dans le domaine. C'est un investissement de 37 millions qui a été fait à Thetford chez nous. Fait que c'est une fierté pour la ville, c'est une fierté pour tout, en plein cœur des érablières locales. Fait qu'on a réussi à beaucoup rattacher ces petites cabanes-là tout le tour. Cette année déjà, c'est quelques centaines de cabanes à sucre qui s'en viennent avec nous. Qu'est-ce qui fait que ce producteur français-là s'est tourné vers ton entreprise? Parce qu'il y en a quand même plusieurs des entreprises en produits d'érable. Pourquoi la vôtre? Qu'est-ce qui fait que vous vous distinguez? Je pense que dans le fond, dans l'approche, premièrement, on est des gens je pense qu'on a une belle philosophie de vie en partant. C'est très familial. Moi, j'ai 4 petites filles à la maison. Fait que moi, j'ai ce côté-là d'alternance travail-famille. Eux aussi, c'est une entreprise qui est familiale. Les 2 filles de notre partenaire sont dans l'entreprise. Puis, je pense que ces gens-là, c'est une compagnie qui a plus de 100, qui va avoir 100 ans dans quelques années. Ils ont compris qu'à un moment donné, l'importance de positionner une marque dans les marchés, la force que peut avoir une marque pour des vraies raisons. Puis nous, ben c'est un peu ce qu'on avait arrivé à faire en petite échelle, de positionner des marques, puis à vraiment évoluer dans ces marchés-là, puis à relever plusieurs embûches. Je pense que ça donnait déjà un son de cloche de moi et François, le team qu'on faisait, qui pouvait être très intéressant. Il y avait une affinité là, qui se décidait. Oui. J'aimerais ça maintenant vous entendre, chacun dans vos modèles d'affaires.
on en parlait ce matin aussi d'environnement d'affaires qui change, de turbulences, puis il faut que les entreprises s'adaptent, soient agiles. Comment chacune de vos entreprises, avec 900 membres, avec une quinzaine de producteurs, et on pourra reparler de ton côté, Serge, tu as quelques producteurs aussi qui vous approvisionnent, comment vous arrivez à vous ajuster justement dans cet environnement d'affaires changeant-là? Julie, ça doit être féroce là, sur le marché des légumes asiatiques. Comment tu tires ton épingle du jeu? Bien, je pense qu'une des forces du modèle d'affaires qu'on a chez nous, c'est que la production est dans différentes régions. Quand on connaît un été comme l'été dernier, où est-ce qu'il pleut pas beaucoup, c'est très chaud, à un moment donné, toutes les fermes ont une baisse de rendement. Mais en étant plusieurs à travailler ensemble, on arrive à maintenir un volume habituellement qui est plus élevé que la grosse entreprise. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se démarque pour nous. Par rapport au marché des États-Unis, puis toutes les renégociations, les légumes frais sont pas beaucoup affectés par les tarifs pour l'instant. Fait qu'à ce niveau-là, pour nous, ça avait pas une grosse impact. Puis nous, on vend beaucoup aux États-Unis, mais en réalité, on vend à des communautés aux États-Unis. Fait qu'on n'est pas vraiment dans la situation Made America. Non, c'est des gens qui cherchent un produit frais, de bonne qualité, qu'on était capable de leur fournir. Fait que pour nous, présentement, toute la turbulence des États-Unis, je peux pas dire que ça nous a beaucoup affectés, mais c'est sûr qu'on veut éventuellement prendre avantage des ententes commerciales comme le Trans-Pacifique et ces choses-là. On est déjà arrivé à quelques reprises à envoyer des chargements de radis en Corée du Sud parce qu'il y avait une semaine en particulier un manque. On sait que nos produits sont capables de voyager au niveau mondial, puis c'est sûr qu'éventuellement, on aimerait prendre plus d'opportunités à ce niveau-là. Donc, la diversification sur le territoire permet de diversifier le risque? Oui. Sans doute pour ça que vous regardez pour avoir des partenaires du côté de l'Amérique latine. Puis aussi aux États-Unis, on vend de la côte est à la côte ouest, la région des Grands Lacs jusqu'au Texas, on est vraiment diversifié. On n'est pas seulement à un territoire. Okay. Yves, avec 900 quelques membres, une structure coopérative qui a une structure démocratique importante, comment vous arrivez à être agile, justement? Nous, on a outillé nos usines pour qu'ils soient justement le plus agiles possible, flexibles. Comme je disais tantôt, notre objectif, c'est pas d'aller se battre sur les marchés de masse, donc sur les marchés à haute valeur ajoutée. Donc, faut être flexible, faut être agile. Donc, c'est pas des machines qui vont partir le matin, qui vont marcher 24 heures, 48 heures, puis après ça, changer de setup. On peut changer de setup sur la même machine 3-4 fois dans la même journée. Ça fait que ça a des coûts à laquelle tu peux pas te présenter sur les marchés de masse avec ce genre de produit-là. Donc, pour nous, quand on met à marcher un produit, c'est vraiment tout le temps avec une valeur ajoutée pour s'assurer que nos produits soient différents, comme je disais tantôt, inimitables. Mais pour ça, il faut être très agile. Donc, tu peux pas non plus vendre ton produit à n'importe quel prix. Et donc, tout ce qui est Kaizen, changement de setup, organisation du travail, s'assurer que les employés soient mobilisés, soient responsabilisés, que les décisions se prennent pas toutes à la tête non plus. Donc, on a donné les moyens à nos employés, à nos équipements d'être agiles pour justement être capable d'aller chercher ces marchés-là dans le futur. Puis au niveau des membres du conseil d'administration, vous avez quand même pris des décisions audacieuses, encore récemment, on voyait dans le Yogo. Comment vous avez pu transmettre votre vision à l'ensemble des membres pour que ça percole puis qu'il y ait cette adhésion très large? C'est une grande difficulté, c'est sûr, de rejoindre tout le temps les membres pour leur expliquer où est-ce qu'on s'en va. Mais il y a une question de transparence là-dedans, une question de bien informer aussi les membres de la coopérative vers le modèle d'affaires, sur la planification stratégique, les orientations stratégiques. Donc, on fait des assemblées de cuisine encore. On en fait régulièrement des rencontres de secteur à l'assemblée annuelle. On a un journal aussi qui explique où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est toujours un défi. C'est toujours un défi d'une coopérative, comme je disais tantôt, un petit peu plus vieille comme la nôtre, où est-ce que tu repositionnes le marché, s'assurer que les membres
sache où est-ce qu'on s'en va, parce que l'adaptation à la ferme n'est pas nécessairement aussi rapide qu'on voudrait. On va toujours à vitesse du plus lent, mais on a quand même ce souci-là d'amener nos producteurs tranquillement vers la vision qu'on se donne. Et on a la chance d'avoir des agronomes, des technologues agricoles sur le terrain qui, eux aussi, sont des vecteurs pour vendre notre vision de développement et s'assurer que ça fasse du sens pour nos membres. Puis Serge, comment ton modèle d'affaires vous permet de vous adapter avec, là c'est ça, je te pose la question directement, avec des producteurs acéricoles, donc c'est pas que seulement ton entreprise, vous vous approvisionnez ailleurs? Oui, c'est sûr que nous, on veut créer les liens directement avec les producteurs, puis c'est pour ça aussi qu'on est positionné très, très près du bassin, en Chaudière-Appalaches. Puis, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup tout ce qui peut être vert, tout ce qui peut être qui peut être une amélioration, justement, un peu comme monsieur disait tout à l'heure, au niveau des énergies vertes. Cette année, j'ai créé un peu une filière avec une synergie avec les producteurs pour pouvoir faire l'acquisition de granules de bois qui vient de Bois-Saco, au lac Saint-Jean. Plus à Côte-Nord, dans le fond, Sacré-Cœur. Ouais. Puis on regarde pour vraiment aider à faire un genre de petite coopérative avec ce granule-là pour approvisionner les cabanes à sucre à meilleur coût, mais pour accentuer les tournants, les virages dans des évaporateurs qui peuvent être aux granules de bois, aux énergies propres. Nous, dans le fond, au niveau du développement, on met beaucoup l'accent au niveau de l'Europe puis des pays asiatiques parce que c'est les forces où sont implantés nos partenaires. Avec nous, c'est comme si on était à l'université à tous les jours depuis moi, François, depuis 2 ans. Là, fait que là, on se trouve à être nommé au conseil d'administration de la compagnie de miel là-bas aussi. Fait que 3 fois par année, on s'en va siéger la compagnie de miel. Puis, c'est vraiment la synergie se fait à partir d'une seule équipe unique. Fait que on doit créer des ponts avec chacun, ça soit à la comptabilité, ça soit au niveau des achats, fait que chacun a un peu son homologue en France, puis on apprend à vitesse grand V sur les manières de fonctionner. Fait qu'on va être notre usine, là, on est sur SAP depuis quelques mois, fait que c'est beaucoup d'apprentissage là-dessus, à ce niveau-là. Puis toute la gestion des stocks va être toute sur SAP, les recettes. Fait qu'on va être on a la tête à fourmille pas mal. Et là, faut pas que j'oublie de me tourner vers l'auditoire. Il y a sûrement des questions. Puis là, les lumières aveuglent un peu, là, donc est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci où ça va, les propos passionnants vous tiennent en haleine, de toute évidence. C'est bon. Donc, on continue. Vous avez chacun parlé de votre modèle d'affaires. Puis si on essaie de le décliner face à d'autres enjeux, le fameux dossier de la main-d'œuvre dont tout le monde parle, qui est vécu avec intensité par tout le monde, comment, justement, votre modèle d'affaires vous permet-il de gérer ce défi-là plus facilement ou pas? Je ne sais pas, Yves, est-ce que tu veux commenter à ce sujet-là? Ben, le défi, on l'a partout. Je pense que tout le monde le vit aujourd'hui. Une des façons que nous, en 2016, on a décidé dans la planification stratégique de migrer vers une organisation apprenante. Donc, la gestion participative, ça semble être cliché, parler de gestion participative. Donc, participer, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu consultes tes employés. Hein. Consulter les employés, c'est pas les impliquer nécessairement. On a quand même un projet assez audacieux là, de migrer vers ça. Donc, on a créé des cohortes avec tous nos gestionnaires, les 68 gestionnaires qui gèrent les 850 employés, tout simplement pour renverser la pyramide de décision le plus possible. Puis moi, ça me dérange pas d'aller même jusqu'à ce que les décisions soient prises à l'avenir par les employés et plus nécessairement par les boss, le moins possible par les patrons. Moi, je suis convaincu que les employés les gestionnaires sont là pour soutenir les employés et non les diriger. Donc, le PODC, pour nous autres, c'est quelque chose qui va disparaître dans l'entreprise. Puis pourquoi je mentionne ça?
C'est parce que pour que les employés aujourd'hui soient mobilisés et attirer la main-d'œuvre, il faut qu'ils sentent qu'ils font une différence dans l'entreprise. Donc, pour nous, la gestion participative et l'organisation apprenante, c'est quelque chose qu'on pense qui va faire en sorte qu'on va se démarquer dans le futur. Et ben, comme je disais, les employés, ce qu'ils veulent, c'est d'être impliqués. Et de cette façon-là, ben, je pense qu'on va réussir à attirer. Puis on attire déjà, on n'a pas un taux de roulement très élevé de personnel. Puis, mais prenez-vous pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la main-d'œuvre est extrêmement difficile. On a l'Alcan, on a des grosses entreprises qui paient des salaires assez élevés. Un journalier à l'Alcan peut avoir jusqu'à 125 000 de salaire par année. Donc, c'est très difficile d'aller recruter sur le salaire seulement. Donc, il faut vraiment être innovant dans ce sens-là et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on plonge, dans le fond, on plonge un peu dans le vide en faisant ça parce qu'on a le paradigme du planifier, organiser, diriger, contrôler. Mais le futur, je pense pas que ça soit ça. Donc, encore là, un choix audacieux qui vient d'être fait justement pour s'ajuster à ça. C'est de l'innovation, dans le fond, hein, parce que l'innovation, c'est pas juste de sortir un nouveau produit, c'est d'être innovant dans notre service, être innovant en termes de gestion des ressources humaines, de marketing RH. Donc, on est là-dedans. Julie, c'est sûr que ça concerne moins tes employés comme tels, mais tes partenaires, tes producteurs. Tu évoquais tantôt d'entrée de jeu, les livres sont ouverts, une transparence, un peu, je vois des similarités avec l'approche participative. Parle-nous-en un peu plus. Bien, peut-être qu'est-ce que je pourrais expliquer de spécifique par rapport à la main-d'œuvre pour vous donner une ordre de grandeur. En pleine saison de récolte, on expédie entre 25 et 35 camions, 53 pieds par semaine. Puis ça, on fait ça avec 3 employés. C'est vraiment peut-être là la différence. Dans le fond, on est une entreprise qui est vraiment très légère en nombre d'employés pour la quantité de tâches qui est exécutée. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à faire à demander de l'aide ponctuelle auprès de services professionnels. Exemple, la tenue de livre, ben si on est une semaine qu'on est très occupé, ben j'ai une compagnie que je peux appeler avec quelques jours de préavis qui est habituée à travailler chez nous, puis il va venir me donner 4 heures, 5 heures, 7 heures. Ça m'empêche, moi, d'engager un technicien comptable à l'entreprise. En gérant de cette façon-là, ma commission qui est chargée pour les ventes aux producteurs peut être diminuée parce qu'en réalité, j'ai pas la charge sur mes épaules. Fait que moi, je me vois un peu comme le coordonnateur des services professionnels aussi, comme les contrats avec les avocats. On implante cette année une forme d'assurance au niveau des employés clés, qui sont les 3. Puis les notaires, des informaticiens, des assistantes virtuelles pour monter des présentations. Fait que j'ai toutes sortes de gens comme ça que j'ai trouvés avec le temps qui me permet de garder une charge salariale quand même très bas, mais avec beaucoup de qualité de service. Et je comprends bien, tu n'as pas le choix de chouchouter tes 3... Oui. Oui. Ils sont très difficiles à trouver parce que c'est des longues heures et tout. Donc, il fallait que tu trouves une façon de les retenir. Ben pour ça a été assez facile pour l'instant. Je touche du bois. Le maraîcher, il y a souvent beaucoup déjà d'ethnies, toutes sortes d'ethnies. Les chauffeurs de camions souvent vont venir du Pakistan ou en tout cas de partout. Il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup de Libanais, il y a beaucoup de nationalités qui... Fait que je pense qu'on a développé une affinité à travailler avec différentes cultures. Puis quand on poste des emplois, ben oui, il y a beaucoup de nouveaux immigrants qui sont intéressés. Chez nous, on est quand même près de Montréal, fait que les gens, on est comme à contre-courant du trafic. Les gens sont prêts à venir chez nous. Jusqu'à présent, ça a toujours très bien été. Nous.
Serge, je ne veux pas dire du mal de Thetford Mines parce que j'ai un collègue qui est originaire de Thetford Mines et qui défend fièrement son patelin. Mais donc, vous êtes moins près des bassins de main-d'œuvre de votre côté. Oui. Comment le défi de la main-d'œuvre, vous le relevez avec votre modèle d'affaires à vous? Avant la transaction qu'on a faite, on était quand même une petite équipe. On était 18. Mais puis, il y avait de la famille dans ça, il y avait aussi des cousins, des cousines. À un moment donné, ça fait que c'est très un modèle qui est très familial. La preuve, il n'y avait jamais personne qui était parti de chez Biodélice en 11 ans. On a 100% de rétention. C'est assez rare de nos jours. Mais ça fait en sorte que ce noyau-là, il connaît toutes les tâches. On a, ça a fait en sorte que avec le nouveau projet, puis étant donné qu'on a toujours été une entreprise qui était impliquée dans notre région, que ce soit avec une cabane à sucre urbaine avec la ville, des conférences pour le cégep, les petits, on faisait même, j'ai fait les dragons avec les petites entreprises, des polyvalentes. Fait que ça finit qu'en Biodélice, on est tout le temps dans l'actualité, on est reconnu comme étant une entreprise qui fait bon vivre. Puis les CV, même si c'est un endroit qui tout est en demande aussi, ça l'a vraiment déboulé là avec quand les gens ont vu la construction se mettre en force, puis quand les beams de fer se mettaient à monter là, on a eu beaucoup de CV qui ont commencé à rentrer, mais ça fait en sorte que dans ce nouveau modèle-là, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens en instrumentation contrôle, on a besoin de... Fait que ça finit qu'on est allé un petit peu d'envoler à d'autres qui étaient plus vers Québec, Laval, Trois-Rivières aussi, des gens qu'on connaissait qui en ont profité pour revenir dans leur patelin, qui avaient fait leurs études à l'université, mais qui ont... Fait que les gros postes clés, ça s'est fait assez rapidement. Je vais vous dire, tout le monde était à l'affût de ce qu'on faisait là, puis non, c'est le fun. Puis pour bien comprendre avec ton partenaire français, si j'ai bien compris, il y a une espèce de centre de services partagé dans le sens où est-ce qu'un comptable pourrait être utilisé en France et ici? Est-ce qu'il y a carrément des ressources qui sont partagées, des ingénieurs, des développeurs de marché, etc.? Il y a des ressources qui sont partagées. On a tous les effectifs chez nous. Mais exemple, au marketing, là-bas, sont 5. Nous, on est 1. Fait que on a une directrice marketing. Mais fait que si elle a besoin, ben on est toujours en relation, on peut faire des travaux là-bas. C'est la même chose au niveau comptable, la même chose au niveau production. Il y a des gens d'expérience, ça fait des années qu'ils travaillent là-bas, qui sont habitués dans des usines d'envergure. Fait que ils viennent nous donner un coup de main, même des fois là, quelques mois en ligne, là, ils débarquent, ils viennent nous aider à structurer tout ça. Là-dessus, on a vraiment là. Puis là-bas, on sent que c'est pas monopolisé dans le sens que c'est vraiment leur projet Canada qui les anime, sont assez contents quand on y va. Là, il faut passer dans tous les bureaux, ils ont tout le temps quelque chose à nous dire. Fait que c'est vraiment un modèle. On se rend compte aussi que la France, ils sont très exigeants dans les. Ça en est gênant parce on envoie un courriel, la réponse elle rentre instantanément, puis nous, ça prend tout le temps. Oh, je vais regarder ça tantôt. Puis, mais là, on peut plus faire ça parce qu'eux autres, ils répondent, toc. Fait qu'il faut que ça marche, faut qu'on évolue aussi dans ce modèle-là. Puis c'est, tu sais, quand ça devient sérieux comme ça, ben on apprend, faut apprendre à vitesse grand V, mais c'est le fun. On va dire, on est vraiment content de ce qui nous arrive. Il y a une espèce de saine compétition interne, si on veut, pour... je dirais qu'ils sont plus là, on est priorité numéro 1. Ça veut dire que si nous, il y a quelqu'un de chez nous qui appelle là-bas pour une demande quelconque, c'est priorité numéro 1, il doit répondre à nous. Je regarde encore du côté de l'auditoire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Moi, que je vois pas la cause des lumières, mais je pense que non, tout va bien. J'aimerais vous entendre un peu un aspect de main-d'œuvre, mais plus par rapport à votre... ce que je pourrais appeler la chaîne d'approvisionnement. Donc, dans ton cas, Yves, c'est un modèle coopératif où il y a une chaîne de valeur, une possibilité d'influencer un peu la production en amont. Julie, c'est différent, c'est plus un mode contractuel. Comment ça fonctionne? Parce que vous avez tous un positionnement de qualité dans vos cas, c'est ce qui vous a permis des fois d'obtenir un contrat par rapport à un concurrent. Comment vous assurez ce lien-là avec votre chaîne d'approvisionnement chacun dans vos modèles?
Si je comprends bien ta question, c'est comment on attire les employés par rapport à notre modèle. Les employés puis de la production laitière justement jusqu'à la fin, parce que c'est la production qui se retrouve dans le produit final. Ouais. Pour répondre à vos que ce soit dans le biologique ou votre positionnement de qualité, il y a des cahiers de charges, j'imagine. Ou comment vous faites adhérer les producteurs à tout ça pour que vous puissiez livrer ce que vous annoncez à vos acheteurs? Comme j'expliquais tantôt, nous, ça va être, pour l'instant, c'est ce qui est agroboréal est vraiment sous l'égide biologique. Donc, c'était, entre guillemets, un peu facile de le faire parce qu'on avait déjà le cahier de charge biologique, mais il a fallu intégrer le cahier de charge agroboréal. Dans le futur, ça va être au niveau de l'agriculture durable. Donc, je mentionnais tantôt qu'on a une démarche structurée de développement durable depuis une dizaine d'années chez nous, chez Nutrinor. Maintenant, notre défi, c'est de le transférer à la ferme. Donc, on a créé des cohortes pour implanter des démarches de développement durable à la ferme pour que ça soit crédible. Puis, comme je disais tantôt, la chaîne de valeur devra être crédible. Mais comment on fait l'attraction des employés avec tout ça? C'est une question de valeur. Hein. Les gens, aujourd'hui, vont regarder sur le site Internet. On a 4 valeurs. Transparence, responsabilisation, reconnaissance. Et les gens, quand ils viennent chez vous, ils testent un petit peu tes valeurs. Parce que aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je m'aperçois, quand on passe des entrevues, les gens disent, on est venu parce qu'on a regardé sur votre site Internet votre mission, votre vision, vos valeurs. C'est pour ça qu'on vient. Donc, il ne faut pas les décevoir. Donc, c'est autant à travers les produits que ces valeurs-là, il faut qu'ils vivent, qu'à travers tes actions quotidiennes. Sans ça, ils changent. Les bottines suivent les babines. Absolument. OK. De ton côté, Julie, donc plusieurs producteurs, pas tous à portée de main, c'est aux États-Unis, en Amérique latine? Je peux donner un exemple de comment on a fait le recrutement d'un de nos producteurs aux États-Unis. Puis, qui illustre un petit peu, parfois, il y a des opportunités qui passent, puis c'est seulement de les saisir. J'avais un de mes clients qui était, lui, basé en Floride, qui achetait chez nous des choux Napa, mais il achetait aussi des choux ronds réguliers en poche à un producteur de Ohio. Puis il me disait souvent, ça c'est vraiment un bon producteur. Il me semble qu'il y aurait un fit entre Organzo et ce producteur-là à Ohio. Il faudrait que tu ailles le rencontrer. Je vois un peu comment vous développiez, puis j'aimerais ça qu'il soit un de tes fournisseurs. J'avais dit, OK, je vais aller le visiter. Durant l'hiver, au mois de janvier, j'ai pris l'avion, j'ai conduit jusqu'à chez lui. On a fait un meeting dans le garage à côté de la batteuse. Puis, pour lui, c'était presque si un extraterrestre était arrivé à Ohio. Il faut vraiment se mettre dans le contexte que eux, ils sont à 2 heures sous Détroit qui avait été vraiment durement affecté économiquement par toutes les crises d'automobile. Puis, ce que ça a fait, c'est que dans cette région-là, ils se sont vraiment dit, OK, on peut plus faire comme avant, il faut changer nos façons de faire, faut s'ouvrir au monde puis voir d'autres opportunités. Puis, il était sur le comptoir qui était un plywood. Oh my God! We should work with this Canadian company. On devrait travailler avec cette compagnie canadienne-là. Puis, pour eux, là, c'était comme, on fait de l'exportation! Puis, on a commencé vraiment avec des petites superficies. Puis, il faut vraiment comprendre que les producteurs américains travaillent pas en groupe habituellement, sont vraiment très individuels. Mais ces producteurs-là s'étaient rendus compte qu'ils devaient commencer à penser autrement parce que sinon l'économie fonctionnait juste plus dans leur région. Puis ils sont venus 2 fois au Canada. Pour eux, là, c'était la première fois qu'ils sortaient des États-Unis. C'est quand même incroyable le chemin qu'ils ont fait en 4 ans maintenant. Puis un des garçons, maintenant, c'est lui qui s'occupe de faire le contact. Puis
ils sont vraiment bouleversés à chaque fois. On se parle le matin, OK, tu vas récolter une vanne de choux-plats, OK, je te rappelle tantôt pour te dire à quelle heure le camion va arriver. Comment? Tu peux faire ça? Oui, pas de problème, ça sera pas long, je te reviens. Puis on rappelle, OK, ton camion est à l'heure estimée du pick-up 2 heures. Oh, wow! J'avais pas de téléphone à faire. Ça, pour eux, c'est comme quelque chose qu'ils pouvaient même pas s'imaginer qui pouvait exister. Ça pourrait être un... Est-ce que tu veux un deuxième exemple? Je vais pas prendre le temps des autres. Un autre petit exemple qui est en train de se développer présentement, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec Internet maintenant, puis avec les médias sociaux. Cet hiver, je me suis dit, je vais vraiment essayer d'évaluer qu'est-ce que je pourrais faire avec mon LinkedIn, puis comme valoriser davantage mon réseau. Mais on a identifié un garçon au port de Miami qui nous a mis en contact avec un producteur du Mexique qui est finalement le garçon de Miami et le cousin de mon employé. Quoi? Le monde est donc bien petit. Mais c'est ça, c'est incroyable. Parfois, c'est juste les ventes, il faut se permettre de dire, OK, je peux faire quelque chose, go, j'essaie. Au pire, j'ai un nom, j'ai pas reculé. Puis je pense qu'il y a plein d'opportunités à saisir si on n'a pas peur d'avoir un nom. Tout à fait, effectivement. Puis c'est sur Internet comme ça que tu as été trouvé, si je comprends bien, par le partenaire Michaud. C'est en fouillant un peu sur Internet qu'il vous a trouvé. Ils nous avaient vus sur le terrain là-bas aussi. Puis justement, ils avaient engagé une firme pour cibler exactement là, dans des entreprises dans le domaine de l'érable. Là, ouais. Mais oui, c'est à un moment donné, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Hein. On avance dans ça, mais en même temps, je pense qu'il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Il faut toujours avancer puis avoir un équilibre de vie moi, c'est avec la vie familiale beaucoup. Mais à un moment donné, quand tu as un sourire d'en face puis que tu avances, je pense qu'il n'y a pas personne que tu n'es pas capable de convaincre dans la vie de pouvoir faire avancer les choses, puis d'avoir des vraies lignes directrices, puis de bien s'appuyer sur une structure qui est solide avec des gens qui aiment leur travail puis qui sont bien. À un moment donné, ça, c'est quand tu es capable d'arriver à ça, ben il n'y a rien pour arrêter. Il y a rien pour. Puis c'est un peu la même chose. Nous autres, nos producteurs, j'ai des listes d'attente de cabanes à sucre qui ont hâte de s'en venir avec nous. Puis c'est parce que ils savent que on est en train de développer des marchés qui sont sécuritaires, des marchés qui vont être larges, des marchés qui vont pouvoir justement supporter mais en même temps apporter du développement au sirop d'érable pour que les gens puissent avoir du quota, pour que ça puisse. Fait que quand on se sent un peu ambassadeur de ça, quand on fait des projets comme on le fait, puis moi je suis très humble en disant ça, mais j'adore vraiment là, l'effet qu'on puisse voir plus loin. Puis ça part ça avec l'effet qu'on a pu avoir des aides gouvernementales aussi pour acheter un billet d'avion, des fois pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce que si on reste enfermé dans notre petit cocon, on pourra pas acheter des grosses machines qui vont faire en sorte qu'on va être compétitif dans les marchés internationaux. Mais quand on est capable de sortir, puis quand on a des aides financières justement pour aider à sortir du pays puis à ce que les petites compagnies se fassent des dents justement dans les marchés internationaux, c'est là qu'on est capable de pouvoir créer des vraies synergies mondiales parce qu'il y en a du monde sur la planète, je peux vous dire ça. Puis il y en a pas mal plus même ici qui doivent le savoir que moi parce que c'est tous des gens qui voyagent souvent. Ben quand on se rend compte qu'on arrive au-dessus des villes puis que tu te dis waouh, c'est possible de créer ces visions-là puis de trouver des bons partenaires. Moi, c'est le message que j'ai. Puis justement, vous avez des modèles d'affaires parfois un peu hors normes ou des visions parfois audacieuses. Est-ce que dans le soutien que vous avez reçu de partenaires d'affaires, partenaires financiers et autres, est-ce que ça a créé des fois des surprises ou des inconforts à comprendre le modèle que vous proposiez? Moi, je peux me lancer. Tout à fait. Aucun soutien.
dans mon cas à moi, parce que du moment qu'on a décidé qu'on était pour mettre vraiment l'emphase à faire la distribution, on n'était pas éligible à avoir un numéro d'IMAPAC, un numéro NIM. Puis à ce moment-là, dès que tu n'as pas ton NIM, tu n'es pas reconnu officiellement dans le secteur agricole, tu tombes dans le industriel. Pour ma part, je peux dire que tout le développement qu'on a fait dans un milieu agricole, on l'a fait avec des outils industriels. Puis ça a été très difficile. Puis je pense que ça devrait être quelque chose que le milieu agricole réfléchit un peu plus. C'est bien de présenter des modèles d'affaires différents, c'est bien de vouloir protéger des façon de faire qui a existé dans le passé, mais on est la preuve que dans un contexte industriel, on s'est démarqué dans un environnement agricole. Si on avait eu le support agricole de notre milieu, je pense qu'on aurait pu faire plus encore. Puis moi, c'est plus pour faire réfléchir peut-être un peu les gens à avoir justement une ouverture qu'il y a d'autres façons de faire, que c'est possible. Je dis souvent à mes propres oncles puis à mon frère qui est en agriculture, j'ai grandi en même temps que toi, puis en quelque part, moi je me sens plus industrielle qu'agricole. En réalité, c'est pas normal. Moi. Yves et Serge, avez-vous des commentaires, des observations à ce sujet-là? En ce qui concerne le support, moi je peux parler des supports financiers qu'on a au niveau de nos banquiers. C'est clair que nos stratégies, il faut que nos bailleurs de fonds soient au courant de qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est pas long que la confiance peut débarquer aussi. Donc, je pense que c'est important de faire des revues d'affaires régulièrement avec ces gens-là. En ce qui concerne les subventions, c'est vrai, je suis d'accord avec mademoiselle que au niveau gouvernemental, c'est sûr que les subventions sont beaucoup sur les équipements, sur l'innovation en termes très, très techniques des usines. Et quand c'est le temps d'aller vers le marché, c'est comme on dirait un petit peu plus tabou. Pour quelle raison, on ne sait pas trop, mais moi je pense que dans le futur, on va avoir besoin de plus d'ouverture de ce côté-là pour s'assurer que les produits qu'on met à marché tiennent la route, parce que ça coûte extrêmement cher sortir un nouveau produit. Puis c'est pour ça que les marques privées se sont développées plus que les marques nationales dans les chaînes alimentaires, parce que c'est eux qui font le marketing, c'est eux qui font l'emballage, donc emballe-nous le produit, puis nous, on va s'occuper de tout. Mais quand tu veux avoir un positionnement de marque très fort, c'est pas la meilleure façon de le faire, donc, parce que ça coûte extrêmement cher sortir des produits, surtout pour des petites entreprises. Des entreprises comme nous qui veulent sortir de notre patelin puis dire on veut aller vendre dans l'Ouest canadien, ce qu'on fait actuellement avec nos marques Champêtre et Perron quand même, et le Riolet, les nouveaux produits qu'on vient de sortir. Mais il reste que c'est de sortir des nouveaux produits aujourd'hui, quand tu en sors un ou deux par année, ça coûte extrêmement cher, puis si tu en sors juste un ou deux, ben tu n'es même pas sûr qu'ils vont fonctionner. Ça fait que je pense que le soutien devrait être un petit peu plus élevé de ce côté-là, à mon avis, effectivement. Effectivement, si on se fie à la conférence de M. Chapman ce matin, le nombre de produits par rapport au nombre total détenus dans une épicerie, il faut y trouver sa place, là, effectivement. Absolument. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça. Il y a une question. Ah oui, mon Dieu. Oui, allez-y. C'est intéressant quand même. Moi, j'ai une question pour Serge, parce que je suis de Thetford Mines aussi. C'est impressionnant ce qui est en train de se construire là. Puis d'ailleurs, les voisins vont l'apprécier parce qu'avant, c'était une piste de go-kart. Alors là, le dimanche matin, il n'y aura pas de bruit. Tout le monde va être très content de ta présence, Serge. Qu'est-ce qui a été... les associés ont décidé d'investir avec toi ici au Québec. C'était quoi les avantages comparatifs pour eux, outre ton expertise, là, d'investir au Québec plutôt que d'investir en Europe, en France ou ailleurs? C'est sûr qu'on est dans un marché de l'érable. Puis l'érable, c'est une petite portion sur la planète. C'est l'effet qu'on a de le sirop d'érable ici. C'est à cause des 4 saisons vraiment distinctes. C'est ce qui fait que l'érable s'est développé pour aller chercher, pour fabriquer les sucres qui stockent dans les racines. Je m'en venais à pourquoi, dans le fond? Monétaire, oui.
Dans le fond, c'est que c'est un peu, je voulais le faire la ligne, c'est un peu comme le champagne. Parce que le champagne, c'est une petite partie dans le monde, puis tu peux le vendre partout. Mais l'érable, c'est le même. Fait tu peux pas tu peux pas devenir façon de parler, une sommité dans le domaine si tu n'y demeures pas. Fait que l'effet de venir ici, c'était d'abord et avant tout parce que c'est le pays du sirop d'érable. C'est vraiment ils veulent être une sommité et accompagnés de nous, mais vraiment parce que le territoire, c'est la place du sirop d'érable, c'est chez nous. Au niveau financier, il y a des avantages qui peuvent être ici. En même temps, c'est notre premier pas, cette usine-là. On a beaucoup d'ambition parce qu'on a, dans le fond, le terrain, il y a 100 acres, puis on veut faire 500 000 pieds carrés de construction. Fait que c'est dans un peu laps de temps, avec d'autres agents sucrants naturels qui vont s'intégrer. Puis en même temps, ce qui fait en sorte que la synergie du Canada, c'est une plaque tournante aussi. Fait que si ça répond un peu à ce gros-là, c'est un peu ça. Dans le fond, on vient vraiment devenir une plaque tournante avec nos partenaires. Mais au niveau des coûts de construction, avez-vous évalué? Est-ce que c'était c'est plus cher. Est-ce que c'est un enjeu pour eux, les coûts de construction, la disponibilité de la main-d'œuvre, tu en as parlé un peu, le soutien gouvernemental ou l'aide qui pouvait être... C'était pas vraiment ça, les enjeux, pour être franc. Là, puis même que ça a coûté plus cher une usine au Canada qu'une usine en France, étant donné justement toute l'isolation, les systèmes de chauffage, toutes les normes qui sont ici versus là-bas, puis même qu'on peut entreposer à l'extérieur là-bas des contenants vides, des choses comme ça. Ici, à un moment donné, tu dois avoir tout couvert. Fait que c'était plus difficile pour eux. Puis étant donné que c'est loin, fait que c'est pour ça qu'on a vraiment un réseau qui est SAP, qui est très, très fort en fibre optique, black, je sais pas quoi. Là. On a vraiment là, la grande ligne pour qu'on crée une synergie ici. Mais la construction, c'était clair que le sirop d'érable, c'est un produit canadien. Parce que eux, on parle beaucoup du Canada, mais même si c'est un produit qui est majoritairement fait au Québec. C'était important de venir exactement dans le cœur où se trouve le produit pour avoir cette crédibilité-là à l'international. Merci. Merci pour la question. Donc, en terminant, peut-être rapidement, ce matin, ça a été évoqué là, par la plupart des conférenciers qui ont parlé, la question du développement durable, de la responsabilité sociale. Dans ton cas, Yves, tu nous l'as mentionné, c'est intrinsèquement dans votre stratégie d'affaires. Les deux autres, de quelle façon ça a été inclus ou pas jusqu'à maintenant, ou est-ce que ça pourrait l'être? Justement face à ce consommateur citoyen plus exigeant là, par rapport à toutes ces questions d'environnement, de cohabitation, etc. Serge? On a cette valeur parce que je peux pas l'annoncer aujourd'hui. Mais on est à veille de faire l'inauguration de ce projet-là. Puis on a vraiment des choses extraordinaires qu'on a fait, qu'on a travaillé fort, puis qu'on va pouvoir annoncer en temps et lieu. Mais pour le moment, je peux me limiter à la synergie qu'on fait avec les érablières au niveau du granule. Ça, c'est un des projets qu'on avait mis en place, mais on a des belles avancées qui vont sortir là-dessus. Au niveau, on va te suivre sur LinkedIn en juin, c'est ça? En juin, fin juin. OK. Julie, dans ton cas? Au niveau de l'environnement, mais c'est ça, c'est des productions en champs fraîches, fait que c'est très important pour nous de protéger l'environnement de culture. Mais on est aussi conscient que nous, on est principalement exportateurs, puis notre empreinte carbone peut être élevée. C'est sûr qu'on essaie de travailler vraiment avec différentes zones de production selon si c'est l'été, l'automne, l'hiver ou le printemps. Mais il faut penser que dans nos items que nous, on vend, il y a vraiment encore des produits chinois qui rentrent dans la ville de Toronto. Fait que même si moi, j'ai quand même une certaine distance de camion à faire, je pense que j'ai quand même peut-être un bilan intéressant. Merci. Je pense que c'est tout le temps qui nous reste, ou j'aurais envie, si je peux me permettre, comme une petite minute, à moins qu'il y ait des questions dans la salle, j'aurais envie de me tourner vers vous trois. Si vous pouviez poser une question
à la personne de votre droite. Est-ce que c'est une question que vous auriez jamais osé poser, mais... De notre droite, non. À votre gauche. Je vais t'en poser une question. Entre vous, bref, en entendant l'histoire des autres, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ou des choses que vous aimeriez comprendre par rapport aux décisions qui ont été prises dans les témoignages que vous avez entendus cet après-midi? Moi, j'aimerais féliciter mes co-panélistes pour vraiment leur façon de se démarquer. Puis, je pense que chaque entreprise doit répondre à un besoin, puis doit être capable d'offrir quelque chose de différent. Puis, on voit que vous aviez bien réussi. Félicitations, puis lâchez pas. À toi aussi, à toi aussi. Moi, je suis toujours impressionné de voir des entreprises qui osent aller à l'international comme ça, parce que quand on se promène en Europe, on voit que les pays sont plus petits. On dirait que c'est plus facile pour eux autres d'aller un peu partout dans le monde, parce que tu traverses la frontière de l'Ontario là-bas, comme équivalent à l'Ontario ici, tu es rendu dans un autre pays qui parle une autre langue. Puis on dirait qu'on n'ose pas vraiment beaucoup à le faire chez nous, mais je vous félicite aussi. On se lance des fleurs, là, mais quand même, c'est très impressionnant. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Michaud, moi, oui. en France, l'automne passé, qui m'a expliqué un petit peu le projet, puis c'est très audacieux. Félicitations. Merci. Bien, il me reste qu'à vous remercier infiniment. Vous avez été très inspirant. Je pense que les applaudissements pourront en témoigner. Merci.